19h à Bonakomo, Douala, madame, monsieur, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La dévolution du pouvoir se conçoit comme un transfert ou la délégation de compétences ou de pouvoir politique d'une entité à une autre ou d'une personne à une autre. Définie ainsi, la dévolution du pouvoir se fait sans recours à un suffrage populaire. Pour ce qui concerne le Cameroun, le professeur Maurice Kamto, dans sa dernière sortie, parle de manœuvres visant à organiser la succession de gré à gré à la tête de notre pays. Cela passe, selon le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, par une manipulation de la Constitution avec, in fine, un passage de témoins à la tête de l'État par un mécanisme non électif. Pour le professeur Maurice Kamto, la succession à la tête de l'État doit se faire par la voie de l'élection. Une élection qui, avant de se tenir, aura satisfait à deux préalables. La résolution du conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, ainsi que la réforme consensuelle du système électoral. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Nouffelé. Tout de suite, Madame, Monsieur, le fait du jour. Dévolution du pouvoir et gré à gré, de quoi s'agit-il? Pour en savoir, nous avons invité sur ce plateau à Douala le professeur, le docteur Luison Essomba. Bonsoir docteur. Bientôt, vous serez professeur. Hein? Ah oui, ça viendra. Tout le mal qu'on vous souhaite. Ça viendra, voilà. Voilà, bonsoir une fois de plus et bienvenue, docteur Luison Essomba, enseignant de droit public à l'université de Douala. Vous avez repris les cours? Très bien, d'ailleurs j'ai été jeté au chaudron dès la rentrée du 1er juin. Oui. C'est moi qui ai introduit le cours de droit constitutionnel et régime politique d'ici et d'ailleurs. Je crois qu'au début il y a eu une rentrée un peu flegmatique, mais au fur et à mesure que je déroulais le cours, la salle a fait son comble parce que sur les 3500 étudiants que nous avons au niveau 1, on était obligé, dans le strict respect des mesures de distanciation, de les repartir en 4 vagues. Oui. Donc sur les 3500, on a divisé par 4, on avait donc 875 étudiants dans un amphi de 4000 étudiants. Oui. Donc ça a permis donc de respecter les mesures barrières. Avec les masques, tout ça? Pardon? Avec les masques? Très bien entendu, c'est-à-dire que les étudiants d'abord ont marqué une conscientisation élevée parce que chacun est venu avec son masque, au-delà du masque que le doyen et le recteur ont bien voulu restituer à chaque étudiant présent à l'amphi. Voilà, merci docteur Luison Essomba. En face de vous, Valérie Mandengue. Bonsoir Valérie. Bonsoir Serge. Bonsoir au professeur Essomba, docteur Essomba, mais c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Ça viendra. Qu'il arrive à ce niveau. Bonsoir aux millions de téléspectateurs d'ici et d'ailleurs qui suivent le programme Culte Equinox Soir. Voilà, Valérie Mandengue du mouvement du Rassemblement démocratique du peuple. Quel lapsus. Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Tout simplement parce qu'on aura un représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, et non des moindres. Lui, c'est Wilfried Ekanga, depuis Francfort. Bonsoir Wilfried, il est là. Bonsoir Wilfried, et bienvenue une fois de plus. Et téléspectateurs de Equinox TV, bonsoir à tout le Cameroun, bonsoir au docteur Luison Essomba. Bonsoir à Valérie Mandengue, que je rassure tout de suite en lui disant que le MRC se porte très bien sans sa présence. J'aimerais y adresser une dédicace spéciale à la famille de Samuel Ouazizi qui a perdu la vie justement cette semaine dans les circonstances terribles que nous connaissons du milieu carcéral camerounais. Et j'aimerais exhorter nos compatriotes à apprendre désormais à s'enquérir de la situation de nos frères qui sont pour la plupart injustement et arbitrairement emprisonnés dans un système très répressif. N'attendons pas que les nôtres meurent pour penser à eux. Il faut que nous prenions à partir de maintenant plus que jamais conscience du système dans lequel nous vivons. C'est comme en classe, l'élève médiocre assis au dernier banc
avait besoin pour s'illustrer d'être violent, d'être agressif. Il est évident que dans un système politique où le régime n'a pas de programme ou de projet de société, il ne peut exister que par la répression. Donc pour que cela n'arrive plus et pour que nous ne nous plaignions pas quand la situation devient irréversible, pensons à tous ceux qui, de Paul Chouta à Rosange Njimeni, de Wilfried Siewe à Mamadou Mota, subissent actuellement une injustice criarde avant qu'il ne soit trop tard. Voilà mon coup de cœur de ce mercredi. Bonsoir à vous encore et à tout le Cameroun. Voilà, nous restons à Francfort, Wilfried Kanga, pour planter justement le décor. Wilfried Kanga, dites-nous, qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto entend par succession de gré à gré? Première chose. Deuxième chose, sur quoi se fonde-t-il pour dire qu'il y a une succession de gré à gré qui se prépare actuellement? Quels sont les éléments en sa possession pour dire qu'il y a une succession de gré à gré qui se prépare actuellement du côté de Yaoundé? Alors, les billéistes ne vont pas me contredire quand je vais utiliser la formule qu'ils utilisent souvent pour justifier les actes de Paul Biya. C'est-à-dire, Maurice Kamto, lorsqu'il fait sa sortie, c'est parce qu'il dispose d'informations qui vont en ce sens. C'est d'ailleurs quelque chose sur laquelle il nous a alerté depuis des mois déjà, où il disait « il y a quelque chose qui se prépare, qui a des allures dynastiques à la tête de l'État. Or, on est dans une république, il ne faut pas laisser que les choses se déroulent ainsi. » Il a donc fait une allocution il y a quelques jours où il a dit que les choses se précisent. Ça veut dire que le camp d'en face, le régime, a accéléré encore un peu plus dans cette voie-là. Et quand on est dans une république, évidemment, on ne peut pas l'accepter comme ça. Maintenant, pour que les gens comprennent bien, il faut peut-être faire une petite parenthèse, une explication sur ce que vous avez exposé au début. La dévolution du pouvoir, c'est dans un cadre normal, c'est-à-dire il y a des situations prévues par la Constitution ou prévues par le pouvoir exécutif où le chef délègue une partie de ses pouvoirs, voire même quasiment tous ses pouvoirs à des subordonnés. On l'a eu au Cameroun le 5 février 2019 avec la délégation permanente de signature de Ferdinand Ngongo que Paul Biya lui a accordé, et il y a aussi une délégation non permanente à quelques auxiliaires de la présidence. Et après, il y a la délégation qui est plutôt informelle, une dévolution dans les faits, même si ce n'est pas écrit, comme en Chine, en 66 avec Mao Zedong qui délègue à la bande des 4, dont sa femme Chiang Jing, comme à Cuba avec Fidel Castro qui, vieillissant, 88 ans, comme Paul Biya, justement, à un moment donné, se retrouve dans l'incapacité d'exercer le pouvoir et délègue peu à peu à son frère Raúl Castro, qui est son cadet d'à peu près 5 ans. Donc, on est dans le cas de figure au Cameroun où on a un président qui est assez vieux, qui est plus inerte que vif, à défaut d'être inerte tout court, et il est évident que par le simple principe de la sélection naturelle, dont parlait d'ailleurs un de ses partisans il y a quelques jours, Mbotozé, il est probable que plus le temps passe, plus il se retrouve dans l'incapacité de gérer la chose publique. Maintenant, au RDPC, il est hors de question d'élaborer un processus de transition qui va donner la voix à n'importe qui. Dans un système de conservation du pouvoir, dans un système quasi dynastique qui est là depuis 38 ans et qui a donc pris l'habitude qui s'est habitué au fait que le pouvoir est une sorte de chasse gardée, évidemment, quand bien même il faudrait établir une transition, ce serait après s'être assuré que les personnes qui vont faire ces transitions sont toujours du même clan. Parce que nous ne faisons pas une opposition d'individus, on fait une opposition de système. Et justement, Maurice Kamto, devant toutes les arcanes politiques que nous avons sous nos yeux, avec des nominations ça et là de personnages plus ou moins incongrus, avec les délégations permanentes de signature et avec la session qui s'annonce le 12 juin prochain, c'est un processus d'avant-garde pour dire il ne faudrait pas que si X événement arrive, vous soyez surpris. Sachez que dans une dictature, les choses ont toujours fonctionné comme ça. D'ailleurs, le Cameroun, la République du Cameroun est née d'un gré à gré entre Amadou Ahidjo, choisi par les administrateurs coloniaux français, qui après, sous la pression de la France, est appelé à désigner un ojolatiste, Paul Biya, au poste de Premier ministre qui deviendra plus tard président de la République, et ainsi de suite. Donc, dans la foulée de ce qu'on a eu donc dans ce passé camerounais et de ce qu'on a eu dans d'autres pays comme le Gabon avec Ali Bongo, le fils de l'autre, au Togo avec Faure Gnassingbé, le fils de l'autre, Maurice Kamto prend les devants en disant n'attendons pas que la chose arrive de chez nous, les indicateurs sont partout, il est probable que le processus soit encore le même, surtout qu'on a en face de nous un régime qui n'a pas particulièrement brillé par son caractère démocrate. Donc c'est ça
la politique, la vraie, la prospective, la mise en garde et le fait justement de se préparer à toute éventualité pour ne pas être surpris, d'où son incitation. Préparez-vous. En introduction, c'est ce que je peux répondre à la question, Serge Alain. Voilà, merci Wilfried. Valérie Mandengue, Wilfried dit que le professeur Maurice Kamto a en sa possession un certain nombre d'éléments qui lui permettent de dire que tout ce qui se passe aujourd'hui à Yaoundé, qui a des allures, il a dit, des allures dynastiques, il met en garde la population. Il voit un peu ce qui est en train d'arriver. Monsieur Otto, lorsque Monsieur Kamto fait sa sortie, l'une de ses nombreuses sorties, par ailleurs, il faut le dire, beaucoup de questions se posent. La première, c'est en qualité de quoi Monsieur Kamto fait une sortie ou à qui s'adresse-t-il? Faudrait-il rappeler ici que Monsieur Kamto n'est ni élu, ni au pouvoir, et politiquement son parti est inexistant. Donc ce qui revient à dire ici, Monsieur Wilfried Ekanga, que la parole de Monsieur Kamto n'a aucun poids politique ni aucun poids populaire dans ce pays. C'est ce que je voulais d'abord vous indiquer. La deuxième chose, lorsque Monsieur Ekanga nous parle d'un système carcéral répressif, je voudrais lui rappeler que Kamto est sorti de prison, tout le monde a vu le poids qu'il avait pris. Il n'est pas sorti de prison diminué. Donc lorsqu'on parle de notre système carcéral, il faudrait qu'il se rappelle que le VIP qui était Kamto n'y est pas sorti diminué. Au contraire, on se serait attendu que, comme M. Mandela, parce que quand Mandela sortait de prison, il avait posé comme préalable que ses camarades de prison sortent et ils sortent en dernier. Mais nous avons été surpris que Kamto est sorti très vite en premier et il a laissé les autres coups à leur triste sort. Et ceux-là qui ont pris sur eux d'engager un certain nombre d'actions ont vu simplement leur carrière politique s'évaporer par la décision de Kamto de ne pas aller aux élections. Aujourd'hui, Kamto a transformé un parti politique en église de réveil, où lui, le révérend Kamto, il se lève matin, midi, soir. Comme il a fait sa sortie lundi, la semaine prochaine, il va encore en faire 2 ou 3, ainsi de suite. C'est le mandat de Kamto, le mandat du pentecôtisme politique. Cependant, M. Ekanga, redescendez sur terre, nous ne sommes pas dans un pentecôtisme politique. Au Cameroun, vous avez essayé, il a essayé de l'expliquer, mais dans la mauvaise foi qui caractérise le mouvement de la Renaissance du Cameroun, il n'est pas allé jusqu'au bout. Et je vais parler ici sous l'œil avisé d'un homme de droit, le docteur Essomba. Ce que je veux dire ici, c'est que le principe de dévolution de pouvoir est très bien connu au Cameroun, M. Ekanga. Aujourd'hui, si nous devons parler d'incapacité, encore que nous ne pouvons pas parler d'incapacité parce que nous sortons d'une élection présidentielle qui a eu lieu il y a 2 ans, nous sortons d'une élection couplée qui a eu lieu il y a 3 mois, et pas plus tard qu'il y a 3 semaines, le chef de l'État s'est adressé à la nation par rapport à la pandémie mondiale qui sévit au Cameroun. Donc nous avons un chef de l'État qui est au courant de la situation, qui suit de très près l'évolution sanitaire, l'évolution politique, l'évolution économique de son pays. Donc nous n'avons pas besoin ici de rentrer dans des incantations. Monsieur Otto, il est clair, et il faut que cet amalgame soit levé. Si des personnes se sont battues et ont perdu de leur vie, pour que nous puissions nous asseoir sur des plateaux aussi sérieux que celui-ci, c'est pour que les symboles de la République ne soient pas galvaudés. Moi, je voudrais, avant que nous arrivions au fond, qu'on nous dise en qualité de quoi, quand on tient un discours avec le drapeau du Cameroun, un symbole national fort à sa droite. Le drapeau du Cameroun. Voilà, permettez-moi d'aller je reviens, parce que Wilfried, je veux que cette émission soit interactive. Wilfried lever le doigt, il vous répond, je vous passe la parole. Non, je n'ai pas coupé Wilfried de Kanga. Donc la bienséance aurait voulu Wilfried me laisse aller jusqu'au bout. Non. Et il va souffrir. Ok, allez-y donc. Parce que je vais laisser aller jusqu'au bout. Allez-y donc. Ce que je veux donc dire. Oui, allez-y. Parce que vous avez posé une question, je voulais que Wilfried vous réponde. Et je vous passe la parole. Je dis donc ceci. Oui. La Constitution consacre celui qui a la légitimité et la compétence à faire un discours avec le drapeau du Cameroun. Okay. Il est temps que les
autorités compétentes de ce pays se penchent sur cette question. Il n'est pas question de galvauder les symboles de la République à n'importe quelle fin. Et ici, il faut qu'on soit clair, M. Otto. S'il arrivait aujourd'hui, parce que le prochain rendez-vous électoral, et je veux le dire à Wilfried, il est au Cameroun en 2025. Le code électoral et la constitution de l'État du Cameroun consacrent le prochain rendez-vous populaire électif en 2025. Il n'y a pas de rendez-vous électif avant. La deuxième chose, c'est que s'il arrivait, nous sommes des êtres humains, monsieur Otto. Oui. Vous pouvez sortir ici et vous avez un accident, vous décédez. Il faut bien que monsieur Séverin Tchounke procède à votre remplacement. S'il arrivait, pas extraordinaire, que le chef de l'État soit en incapacité, soit par un décès, soit par une incapacité physique quelconque, ou alors par l'extraordinaire des cas, par une démission, la Constitution du Cameroun a prévu le principe de dévolution de pouvoir. C'est M. Nyat Ndjissendi qui assurera l'intérim à la tête de la nation pendant 120 jours. Et il aura à cœur, c'est une disposition constitutionnelle, d'organiser les élections dans lesquelles il n'est pas candidat. Et d'ailleurs, la loi va plus loin. Il est même sommé de ne pas toucher à la forme du gouvernement. Donc il faut que ce soit clair. Il ne modifie pas le gouvernement. Donc il faut que ce soit clair. Cette brèche qu'il veut s'ouvrir ici, il faut que ce soit clair. Ce n'est pas Kanto qui va remplacer M. Biya si M. Biya décède. Parce que Kanto est inéligible politiquement à compétir en ce moment et il le sait très bien. La deuxième chose, c'est que lorsque nous parlons du principe de dévolution de pouvoir, il faut très bien savoir que cela est encadré et cela est strictement encadré. Oui. Et c'est dans ce sens que le chef de l'État, son Excellence M. Biya, avait pris le pouvoir à 82, pouvoir qu'il détient aujourd'hui par la force de légitimité des Camerounais qui lui ont reconduit leur confiance il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, il n'existe pas dans l'esprit des Camerounais une question de gré à gré, une question de vacances de pouvoir. Encore lorsqu'on va aller plus loin, on va demander où est le bilan de toutes les actions que M. Kanto annonce ci et là. Cet État est dirigé, M. Otto. Il est aussi de votre devoir, en tant qu'homme de médias, en tant que journaliste chevronné, de ne pas donner, de ne pas prêter flanc à ce type de débats qui n'ont pas lieu au moment où le Cameroun fait face à la pandémie du coronavirus. C'est ça qui intéresse le Camerounais. Les incantations de Kanto dans son église réveillée, le MRC Basse, n'intéressent pas les Camerounais. C'est le quotidien des Camerounais, leur santé, l'éducation des enfants. Vous avez vu M. Luison qui vous a rappelé les dispositions que le recteur a mis en place. C'est des choses qui mériteraient, M. Otto, d'être valorisées. De montrer autant on peut aller filmer 2 ou 3 routes qui sont cabossées, autant on peut aussi féliciter le gouvernement et féliciter les institutions de la nation lorsque elles prennent en charge la protection de la vie des Camerounais. Merci Valérie Mandingue. On va permettre, Dr Luison, vous allez nous recadrer. Voilà, on va permettre, parce que Wilfried a levé le doigt tout à l'heure, on va permettre à Wilfried rapidement de répondre à Valérie Mandingue et on va passer tout de suite après la parole. Rapidement Wilfried, je vous en prie, on va passer la parole. On veut aussi écouter le Dr Luison et son boss, cette affaire. Wilfried, c'est à vous. Je suis désolé, c'est un peu compliqué de répondre de manière compacte à autant d'hérésies. Notre compatriote Valérie Mandingue se dit certainement qu'en élevant la voix, l'hérésie qu'on dit devient vérité. Élever la voix, c'est juste transformer une hérésie en grosse hérésie. Je ne sais pas s'il y a un texte dans la constitution camerounaise qui interdit à quelqu'un de parler aux Camerounais et de parler avec un drapeau. C'est vrai que vous incarcérez des femmes de ménage pour rébellion et hostilité à la patrie, mais quand on a commis des perversions politiques à travers l'histoire, le minimum, c'est de ne pas les répéter. C'est comme ça qu'on respecte ses concitoyens. Vous dites que Maurice Kamto ne représente aucun poids politique et que ces interventions n'ont aucune finalité dans le réel, mais pourtant vous avez parlé de M. Kamto encore plus que moi-même, qui suis du MRC, vous avez mentionné son nom, plus que le nom de votre propre partenaire à la maison. Lorsque Rosa Parks, l'histoire, il faut apprendre l'histoire, parce que l'histoire nous empêche de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi.
Les combats que vous êtes en train de citer ont été menés par ceux qui ont été appelés par le même régime Paul Biya des maquisards. Lorsqu'on a assassiné en 58 Omniobé et qu'on a écartelé sur un cheval, lorsqu'on a empoisonné Félix Moumié à Genève ou qu'on a fusillé Ernest Ouandié le 15 janvier 71 à Bafoussam, c'était justement ceux qui se battaient pour la République du Cameroun et qui étaient taxés de maquisards, de démons, de sectes, comme vous êtes en train de le faire actuellement. Et comme par hasard, ils deviennent vos symboles. Sachez donc que nous sommes dans la même lignée. Votre méconnaissance de l'histoire ne doit pas déteindre sur les Camerounais. Il n'y a aucun texte dans la Constitution qui contredit le fait de s'adresser à ses compatriotes. On peut exister sans poste politique. Martin Luther King aux États-Unis, aujourd'hui, on voit ce que les Noirs subissent à Minneapolis notamment. Lorsque Martin Luther King s'est levé pour que au moins il y ait un minimum de respect, il n'était pas élu quelque part. Lorsque Rosa Parks s'est levé pour le faire, il n'était pas élu quelque part. La logique, et d'ailleurs on l'a vu dans votre excitation et dans votre absence de maîtrise de soi, exactement ce qu'incarne le régime. Quand on est dans une émission sérieuse, et d'ailleurs vous l'avez dit, il ne faut pas raconter des inepties aux Camerounais, c'est-à-dire le système carcéral fonctionne très bien et les gens ressortent de là-bas en ayant pris du poids. Rosange Ndjimeni a été tabassée enceinte parce qu'elle avait simplement, dans ses droits, recommandé à ses concitoyens de ne pas aller aux élections. Le ministre de l'administration territoriale déclarant que l'élection, enfin l'appel au boycott est anticonstitutionnel parce que vous décrétez selon vos humeurs ce qui est dans la Constitution ou non. Mamadou Mota a eu le bras fracturé, Wilfred Siewe a eu le crâne ouvert. Aujourd'hui même, on est en train de parler du décès de quelqu'un, monsieur Ouazizi, et vous êtes en train de dire que tout se passe très bien dans l'univers carcéral. Merci. Si vous avez vos avantages dans le système, ne généralisez pas une situation. Le peuple camerounais ne vit pas le confort que vous vivez, peut-être. C'est comme les routes bitumées au Cameroun. Quand on dit quelques routes cabossées, c'est plus de 80% des routes du Cameroun qui ne sont pas bitumées. Sortez de vos œillères, les choses ne se passeront pas comme vous le pensez. Merci Wilfried. Rapidement, 30 secondes, je vous en prie. Non, je voulais dire... Vous avez demandé 30 secondes. On va écouter le docteur Luison aussi. Oui, j'ai même demandé au docteur. En fait, on est toujours amusé lorsqu'on écoute les représentants du mouvement de la Renaissance du Cameroun. C'est de l'esbrouf, c'est du populisme, mais alors à l'état pur. Lorsqu'ils nous parlent de Mamadou Mota, pourquoi ils ne rappellent pas aux Camerounais que Mamadou Mota était à la tête d'une révolte, d'une rébellion à la prison centrale de Kondengue? Pourquoi ils ne rappellent pas que légalement, un parti politique, selon l'article 3 de la Constitution, a pour principal objectif de concourir au suffrage. Il n'a pas pour rôle d'empêcher l'expression du suffrage. Et cela est légalement puni par la loi. Je sais, et je comprends très bien Wilfried, parce que il a été de ceux-là qui faisaient des plateaux et des plateaux pour nous expliquer que l'état de nécessité fait loi. Ça veut dire que si moi, monsieur Mandengue, je descends là, sous des pulsions X ou Y, je prends une femme, oui, ma nécessité a fait loi. Mais ils n'ont jamais dit, monsieur Otto, il faut recadrer ce type de passage. Ils n'ont jamais dit, ils n'ont jamais présenté un Camerounais qui est tombé de suite de Covid-19 parce qu'il n'a pas pu être pris en charge par l'État. C'est à partir de ce moment qu'on aurait effectivement pu parler d'état de nécessité. Donc les aventures scabreuses de Kamto, et je le redis ici encore, il arrivait par l'extraordinaire. Il faut que ça entre dans le logiciel bloqué de ceux-là, de ces illuminés, ces quelques illuminés qu'il entraîne tous les jours dans ses sorties médiatiques, que s'il arrivait que le chef de l'État qui préside aux destinées de cette nation, son excellence M. Biya, était en incapacité de diriger ce pouvoir, la Constitution a déjà tout prévu. Ce n'est pas Kamto, parce que Kamto actuellement est inéligible. Il ne peut pas se présenter. Valérie. Sauf s'il va faire ce qu'il a fait en annonçant son boycott, c'est-à-dire que en laissant son bateau et en privilégiant sa tête. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Valérie. Monsieur Kamto, aujourd'hui, oui, je conclue. Nous sommes sur un plateau sérieux. Oui, non, monsieur, illuminé, je vous en prie. Monsieur Otto. Ayez un peu de... Monsieur Otto. Vous avez suivi Wilfried. Lorsque Wilfried fait des déclarations autant gratuites que comiques, lorsqu'il parle des détenus, autant on peut en faire
sur tout ce qui caractérise les éléments de langage. Si les éléments de langage ne reviennent pas à la bienséance républicaine, voilà, on respecte le président de la République, on respecte le professeur Kamto. Donc quand vous... Monsieur Kamto peut prendre la parole, il peut s'adresser à son parti, mais il ne parle pas au Camerounais parce qu'il n'a pas qualité et compétence à parler au Camerounais. Merci. Docteur Luizon Essomba, tout ça, on sait quand même que la vacance du pouvoir est bien encadrée par la Constitution du Cameroun. Serge, tout permettez-moi... Ce débat qui naît, le débat naît alors que tout est prévu dans la Constitution. Permettez-moi de sortir de la zone de turbulence pour pouvoir indiquer que la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 est venue inscrire l'État du Cameroun parmi les pays politiquement modernes et démocratiquement avancés. Ça veut dire que les dévolutions du pouvoir par les mécanismes de gré à gré ne sont pas prévues dans les dispositions constitutionnelles et je le démontre. L'article 6, alinéa 4 de notre constitution, de notre loi fondamentale, dispose très clairement que, en cas de vacance de la présidence de la République pour cause de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le Conseil constitutionnel, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim et on a 20 jours au moins et 120 jours au plus pour organiser les élections. Cela veut donc dire quoi? Si nous plantons le décor... Sur laquelle il ne participe pas. Voilà, on l'a tout évoqué, c'est-à-dire qu'en réalité... Il faut le préciser. Hein. Oui, c'est-à-dire il organise sans se présenter comme candidat. Il ne peut pas modifier le gouvernement. Il peut procéder à une réforme référendaire, mais avec l'avis du Parlement et du Conseil constitutionnel. Donc, cela étant dit, disons aux Camerounais que plongeons dans l'histoire pour indiquer que nous avons eu une succession de gré à gré en interprétant la Constitution, la réforme constitutionnelle du 9 juin 1979, en son article 7, qui disposait clairement que, en cas de démission, disons, en cas de vacance du pouvoir pour cause de démission, de décès ou d'empêchement définitif du président, c'est le Premier ministre qui immédiatement prend fonction et assure la période du mandat qui s'achevait. C'est-à-dire que je pense qu'en 82, il restait, je crois, 3 ans au président Amadou Ahidjo. Donc, dans le principe de la lettre et de l'esprit de la Constitution, de la réforme constitutionnelle de 1979, le président Paul Biya venait donc dans l'esprit d'achever les 3 ans qui restaient au président Ahidjo. Donc, voilà comment sont déclinés les mécanismes de dévolution. Là, on pouvait penser à ce qu'on a appelé le dauphinat constitutionnel et qui nous range effectivement dans la logique d'une transmission de pouvoir de gré à gré. Parce qu'on constate là que le président Ahidjo, président de l'UNC, cède le pouvoir au vice-président de l'UNC qui est Paul Biya. Nous sommes donc dans une logique de transition démocratique et non d'alternance démocratique. Alors maintenant, le test de 96 pose les balises d'une alternance démocratique en disant que, en cas de vacances, il est organisé une élection. Nous sommes dans une démocratie pluraliste. Ça veut donc dire que l'élection est la caractéristique la plus significative d'une démocratie pluraliste. Ça veut donc dire quoi? Que si à présent, on procède, on prend un exemple, on ne dit pas que c'est cela qui peut arriver. Si on procède à une révision de la Constitution, où on crée par exemple un poste de vice-premier ministre et de vice-président, autant pour moi, et que ce poste est occupé peut-être par quelqu'un qui milite encore au sein du RDPC, là nous sommes dans une transition démocratique et non dans une alternance démocratique. Donc l'alternance démocratique renvoie à quoi? Ça renvoie au fait que le leader anciennement au pouvoir devient désormais, rentre dans l'opposition et un membre de l'opposition devient dirigeant de l'État. Voilà la logique justement de la transition et de l'alternance démocratique. Voilà. Maintenant, disons aussi que notre constitution, la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, précise les hypothèses de vacances. 1. La démission. 2. Le décès. 3. L'empêchement définitif. Ce qu'il faut pouvoir indiquer, c'est que lorsque nous lisons clairement chacune des hypothèses débouchant à la vacance, on se rend compte que notre constitution, en réalité, est sibylline sur les questions. Je prends l'exemple. Quand vous prenez le décès... Voilà, le décès. On commence par le décès. On commence par le décès puisque c'est la finitude humaine. Oui. Alors, on dit, en cas de décès,
du président de la République, le président de l'Assemblée nationale saisit le président du Conseil constitutionnel qui ouvre dans la vacance. Or, la Constitution est silencieuse sur le fait de savoir qui annonce le décès. Le président du Conseil constitutionnel. Qui annonce le décès? C'est-à-dire que est-ce le directeur du cabinet civil? Est-ce que par quel canal? Le président du Conseil constate, il n'annonce pas. Le docteur Luison demande qui annonce. J'attends qu'il termine. Oui, attention, parce que j'ai dit les 3 hypothèses et je vais vous évoquer à chacune des hypothèses un certain nombre de questions qui me paraissent assez difficiles. Alors, à cause du décès, vous posez un problème. Qui annonce le décès? Qui annonce le décès? Imaginez-vous, le président de la République décède au palais. Je prends un exemple. Qui va l'annoncer au président de l'Assemblée nationale? La Constitution est silencieuse sur ce point. Donc, il faut que de légués ferrants là, on puisse corriger cette incongruité. Parce que qui l'annonce? Est-ce le directeur du cabinet civil? Même si c'est lui, par quel canal? Le secrétaire général? Par quel canal? Par la voie de la CATV ou en saisissant par écrit le président de l'Assemblée nationale? Donc sur cette question, la Constitution est silencieuse. Prenons la deuxième hypothèse. La démission. La démission. Le président de la République démissionne. Et là, c'est un peu plus clair parce que la démission est solennelle. Et le peu comme le 4 novembre 82. Oui. C'est-à-dire que on a attendu à 20h. Voilà, comme à 82. Nous ont dit que le journal générique a tourné pendant longtemps. Comme en 82, le président de la République à 20h23. Oui. Le 4 novembre 82. Le 4 novembre 1982, à 20h23, annonce sa démission. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Conseil constitutionnel n'existant pas encore, il a porté la démission au président de la Cour suprême. Et le président de la Cour suprême, justement, notifie donc la démission, fait une copie de la démission au président du Sénat qui n'existait pas encore, mais c'était au président de l'Assemblée nationale. Oui. Donc voilà comment c'est prévu. Maintenant, même quand il y a donc démission et que le président démissionne, le président qui assure l'intérim, comment va-t-il faire? Il prête serment devant qui? Il utilise quelle formule? Donc, la question de l'intérimaire pose encore un véritable problème. Est-ce que Niad Difendi qui remplace Paul Biya va dire « Je suis le président de la République ». Or, il est un intérimaire. Parce qu'il faut distinguer l'intérimaire de l'institution présidentielle. Et il y a donc encore un problème que notre Constitution doit régler. Maintenant, prenons la dernière l'empêchement définitif. L'empêchement définitif. Le président est définitivement empêché. Comment constate donc que le président est définitivement empêché? Parce qu'il est devenu sourd, aveugle ou dans un coma long ou profond? C'est encore plus compliqué. Oui. Et donc la troisième hypothèse est plus compliquée que les précédentes. Toutes les hypothèses là sont très compliquées, alors tout pour les mettre en pratique. C'est la raison pour laquelle, en réalité, l'interprétation exégétique de nos dispositions constitutionnelles nous met dans une logique où, en réalité, on ne peut pas vivre une véritable alternance démocratique, mais plutôt une transition démocratique. Voilà, j'ai envie de vous poser une dernière question. Vous avez dit qu'il manque un certain nombre d'éléments. C'est voulu, le législateur n'a pas vu tout ça? Le constituant a laissé des failles. Oui. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple, surtout sur le décès. Ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Certains États africains ont vu leur chef d'État décédé. On se rappelle en Guinée avec Lassana Conté, qui décède le 22 décembre 2007 et c'est annoncé 6 mois plus tard. On a vu le décès de Félix Houphouët-Boigny, qui décède le 7 décembre 1993 et c'est 7 mois plus tard que le peuple est informé du décès. Donc, la technique de l'annonce est embastillée par ceux qui détiennent l'information. Donc, voilà la logique aujourd'hui. Mais pour me résumer, je dis, notre loi fondamentale du 18 janvier 1996 a prévu clairement les mécanismes de dévolution du pouvoir. Mais il reste que certaines des hypothèses sont encore dans la pénombre et qu'il faille normalement apporter des éclairages. Valérie Mandega. Je pense que le docteur Isomba a parfaitement situé le débat et dans ces éléments de langage, vous avez très bien vu qu'il a rejoint ma position, qui est celle du dispositif constitutionnel et légal qui est en place. Je pense pour ma part que à la lecture même de la loi, même si le docteur Isomba n'a pas voulu aller jusqu'au bout,
et a fait un peu du juridisme. La lecture de la loi, si on lit la loi, si on regarde comment les événements se sont passés, que ce soit en 82, et si on regarde l'esprit de la loi d'aujourd'hui, la Constitution de 96, celui qui annonce le décès du chef de l'État, c'est le président du Conseil constitutionnel. Parce que saisi par qui de droit pour annonce de ce décès. Donc c'est le président du Conseil constitutionnel. Maintenant, pour ce qui est du reste, nous le savons tous, nous l'avons dit assez ici, que le président du Sénat... Valérie Mangende, c'est écrit où là? Non, pas du tout. C'est écrit où que c'est lui qui annonce? Je dis bien ceci. Lorsque le docteur Essomba parle ici des pénombres ou des insuffisances de la loi, il nous a très bien indiqué que le président du Conseil constitutionnel est informé du décès par le président du Sénat. Et lorsqu'il est informé du décès par le président du Sénat, encore qu'on n'est pas dans ce cas de figure, même si M. Kamto nous envoie dans ce type de débat, ici, il revient au président du Conseil constitutionnel, effectivement garant de la constitution de l'État du Cameroun, d'annoncer aux Camerounais que, à partir d'X, parce que c'est lui qui est le garant de tout ce qui va suivre au niveau de l'État. Ce n'est pas une affaire de RDPC, ce n'est pas une affaire de SIF, c'est une affaire de constitution. Et la constitution est claire à ce niveau. Donc, les amalgames ou le dilatoire qui peut s'infiltrer n'est qu'un dilatoire ou une amalgame de mauvaise foi. Tous ces mécanismes sont connus. Tous ces mécanismes sont clairs. Si aujourd'hui, M. Kamto veut nous parler du gré à gré, lorsqu'il modifiait la Constitution en 2008, où il allait lui-même pour pouvoir lever le verrou de l'article 6 sur la limitation des mandats, ne faisait-il pas du gré à gré? Lorsque Brent Trust gagnait des marchés, lorsqu'il était ministre délégué, ce n'était pas du gré à gré qui s'offrait. Donc je pense que ce débat est nul et de nul effet. Parce qu'aujourd'hui, nous sortons des élections où le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a encore une fois de plus eu la confiance des populations. Et tenez-vous tranquille, monsieur Otou, je vais vous faire cette exclusivité. Pendant que vous m'invitiez sur ce plateau, le député de Vori Sud, monsieur Emmanuel Pongo, a aujourd'hui doté 53 établissements de l'arrondissement de Douala 2e en dispositifs sanitaires et hygiéniques, pour que des enfants puissent aller à l'école dans un cadre sain, dans un cadre propre. Voilà, c'est ce qui intéresse les Camerounais. Les Camerounais sont intéressés par les questions de santé. Les Camerounais sont intéressés par les questions d'éducation. Les Camerounais sont intéressés par les questions de logement. Les Camerounais ne sont pas intéressés par des incantations d'églises de réveil. Si le révérend Kamto a décidé de faire du MRC une église de réveil, libre à lui. Mais simplement, il faudrait qu'on dise à M. Ekanga, qu'on dise à ceux qui le suivent encore, malgré qu'il soit au fond du trou, que M. Kamto, d'une façon ou d'une autre, ne pourra pas, parce que la prochaine élection, j'insiste sur ce fait, M. Serge Otou, est en 2025. Il n'y a pas d'élection populaire avant. Parce que lorsque M. Kamto prend la parole, il dit tenez-vous prêts, il demande à qui de se tenir prêt. Les Camerounais se tenaient prêts pour lui, pour qu'il soit le 9 février dans les urnes. Il a fui les urnes. Il a traité tout un gouvernement d'illégitime et on a retrouvé le même Kamto en train de faire une demande d'audience au ministre Atangandji. Je pense donc que les millions de téléspectateurs qui nous écoutent, qui écoutent ce programme ce soir, sont convaincus d'une chose. Si M. Kamto est un pape, eh bien il est un pape de l'incohérence. Mais Serge, oui, je voudrais un peu apporter un léger éclaircissement pour dire à Malengue qu'en réalité, la disposition qui semble un peu plus claire, c'est celle de la démission. Oui. C'est celle de la démission qui est un peu plus claire. C'est-à-dire le président, il démissionne. On dit, il fait une annonce solennelle et il notifie le président du Conseil constitutionnel. Et le président du Conseil constitutionnel fait une copie au président du Sénat. Vous voyez? Mais maintenant, par rapport aux autres choses, sur par exemple le décès, tant que le président de l'Assemblée nationale n'est pas informé, le président du Conseil constitutionnel ne peut pas s'auto-saisir. Il doit donc attendre l'information que doit lui donner le président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est en cela que je dis que l'information peut disparaître entre le cabinet civil et l'Assemblée nationale. Ou on peut ne pas porter l'information au président de l'Assemblée nationale. Et même si on lui portait l'information, le président du Conseil constitutionnel ne peut ouvrir la vacance que dès lors qu'il est saisi
de manière formelle par le président de l'Assemblée nationale. Monsieur Manestor, c'était dans la précision que j'ai voulu faire parce que... Moi, je vais avec la permission de Serge, moi, je vais même dans votre sens aussi. Oui. Je vais vous demander, docteur, où est-ce que, dans quel lieu public républicain, dans quel lieu institutionnel se discutent les questions de constitution? C'est bel et bien à l'Assemblée nationale. Justement. Bon, à partir du moment où vous prenez sur vous d'être absent dans cette instance qui discute des questions constitutionnelles, des questions légales, et vous revenez faire des sketchs comme M. Kamto en fait tous les jours, vous devenez donc inapte et vous êtes non éligible. Donc, j'ai embrayé pour vous dire qu'aujourd'hui, M. Kamto n'est pas la personne indiquée pour nous parler des questions de dévolution de pouvoir et de gré à gré. Parce qu'il ne participera pas. Valérie Mandé, je vous en prie, je vous en prie. Soyons le langage. Non, le langage est soigné. Je vous en prie. Le langage est soigné. Soyons le langage, c'est une émission sérieuse. Monsieur Autour. Oui, le langage est c'est pas les réseaux sociaux. Non, personne ne fait du sur les réseaux sociaux. Soyons le langage. Beaucoup de gens nous suivent. Juste une précision. Oui, Wilfried, il attend depuis. Oui, on va lui passer la parole. Juste pour dire à Mandeke que non, quand il dit que Kamto ne peut pas, c'est une position de principe qui me semble radicale. Parce qu'il y a des possibilités qui sont offertes à Kamto de se présenter si aujourd'hui il y a une vacance de la présidence. Par exemple, il peut avoir les 300 signatures de la candidature indépendante. Peut-être ça peut être compliqué, on ne sait jamais, nous sommes en politique. Il peut être investi par une formation politique. Et il va abandonner les siens. Voilà, c'est dans la politique. C'est dans pour dire qu'il y a des possibilités. Et pendant ce temps, il a brisé le réseau politique de beaucoup d'autres. Merci. Wilfried Ekanga, on parle de la vacance du pouvoir qui est bien encadrée dans la constitution du Cameroun. Attends un instant, ma caméra. Oui, Wilfried? Ça va? Oui, allez-y. La vacance du pouvoir est bien encadrée par la Constitution. Oui, Serge, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai vraiment entendu beaucoup de choses. Et j'aime la fin de l'échange qu'il y a eu entre M. Isomba et Valérie Mandenge parce qu'il a eu un petit aperçu de la grande ignorance qu'il a des sujets qu'il énumère à grands cris parce qu'il continue de penser que c'est en criant que les inepties qu'on dit vont devenir des vérités. Vous êtes donc informé que M. Kamto peut être président de la République. Vous l'avez grogné 1000 fois sur le plateau. Vous n'avez même pas mesuré à quel point vous étiez ridicule aux yeux de ceux qui vous écoutaient. De deux, Maurice Kamto n'a jamais dit qu'il veut être président à tous les prix. Il a dit et il l'a répété à maintes fois, si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Même vous, si vous aviez un peu de bonne foi, vous pourriez être président. Oui, une minute. J'ai demandé que ce soir on fasse une émission. On invite le dérapage verbal. Je vous en prie. Exactement. Dans la continuité, évidemment, ça n'exclut pas qu'il faut appeler un chat. Parce qu'en parlant d'incohérence, s'il faut énumérer les incohérences du RDPC, je crois que le réseau serait plus long que 6 fois la distance entre la Terre et la Lune. Vous parlez au début, dans vos interventions, vous dites que Mamadou Mota, parce qu'il faut, comme beaucoup de choses ont été dites, et que notre peuple ne doit pas être imbécilisé, il faut l'édifier sur ce qui est son droit. Lorsque Mamadou Mota va marcher, vous justifiez le fait qu'il soit allé marcher, vous appelez cela révolte, et vous expliquez que c'est pour ça qu'il a eu le bras brisé. C'est-à-dire que votre niveau de cynisme dépasse les plus hauts sommets. Vous justifiez le fait qu'une femme de ménage arrêtée chez Albert Nzangan se fasse incarcérer pendant 9 mois pour hostilité à la patrie. Comme Maurice Kamto a pris du poids à sa sortie de prison, c'est une bonne chose. Vous justifiez le fait que Rosange Ndjimeni, dans la Constitution que vous récitez à grand fracas, sans toutefois la connaître dans son application réelle, une femme enceinte qui, sans empêcher ses concitoyens, ne faites pas d'abus de langage, sans empêcher ses concitoyens d'aller voter, la preuve, ils sont allés voter, du moins selon vous, elle recommande qu'il vaudrait mieux ne pas y aller parce qu'il y a des faits que vous avez peut-être occultés. Monsieur Sam Sévérin Ango se rend à Ibolova pour faire le meeting de la campagne que vous avez recommandé. Il dit on va donc aller aux élections, on va faire un meeting, on va convaincre nos concitoyens de notre projet politique. Est-ce qu'il est arrivé à Ibolova? Point d'interrogation. Est-ce qu'on lui a versé de l'eau sur la route en lui disant rentrez chez vous, à lui et son groupe? Point d'interrogation. Pardonnez au MRC
de ne pas se contenter de 2-3 personnes pour faire de la figuration à l'Assemblée et faire le jeu du RDPC qui aura de toute façon la majorité. On voulait une élection véritable. Et la seule rationalité consistait à ne pas y aller dans le cas de figure actuel, parce qu'en fait, on recommandait que les élections ne se tiennent pas. Mais dans un régime de conservation du pouvoir où le peuple est un bétail électoral et où ses intérêts véritables ne comptent pas, vous avez été très assidus à respecter le calendrier pour avoir vos élus et faire ce que vous allez faire ensuite. Rosange Njimeni, dans cette recommandation-là, dit à ses concitoyens, nous, on ne va pas aller aux élections, on vous exhorte à ne pas faire de même parce que regardez ce qui nous arrive. Gaëtan Gankam a été tabassé par le sous-préfet et son chauffeur à Kekem. Ce sont des faits qu'on relate. Tant d'éléments qui nous ont conduits à dire il est hors de question que nous allions dans une élection où le minimum, le préalable pour cette élection-là n'est pas respecté, à savoir les droits fondamentaux, les libertés publiques. La Constitution n'interdit pas la manifestation. La Constitution consacre un cadre et elle dit les forces de l'ordre surveillent à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Ce que les autorités à Banganté ont dit à Rosange Njimeni, à savoir on ne veut pas vous entendre ici c'est le RDPC. Ce qu'on a dit à Ibolova en disant c'est le socle granitique du RDPC de Paul Biya ne figure nulle part dans la Constitution. Ne faites donc pas maintenant comme si vous aimez trop les Camerounais en évoquant leurs soucis de santé. Vous avez rouvert les bars et on est passé, au lieu des 6000 comprimés de chloroquine que Madeleine Chente nous promettait, on est passé à 6000 cas de coronavirus. Ce n'est pas maintenant que vous allez manifester de l'empathie envers les élèves en disant que voilà, on leur a offert des kits. Allez à Ndikinmeki, allez à Mora, allez à Mokolo. Le Cameroun n'est pas que Yaoundé et Douala. Et sortez de la torpeur qui vous fait penser que pour parler dans une république, il faut être élu. C'est-à-dire, c'est une conception mais totalement hérétique de la société. Il y a 360 communes, il y a à peu près 10 000 conseillers municipaux, il y a 180 sièges à l'Assemblée nationale et 100 postes au Sénat. Il y a 25 millions de Camerounais. Il est donc impossible que tous les Camerounais aient un poste électif de toute façon. Si vous voulez empêcher le peuple de s'exprimer, sachez que vous empêchez 99,99% de la population de s'exprimer. On peut s'exprimer qu'on soit élu ou pas. Il y a les organisations non gouvernementales, il y a les associations, il y a les organisations de la société civile. Il y a 1001 moyens de s'exprimer dans une république et de faire valoir ses droits. Quand on gouverne, puisque tout le monde paye des impôts, qu'il ait élu Paul Biya ou pas, tout le monde a donc le droit d'exiger, il y a Paul Biya, la réforme justement du système de l'infrastructure sociale. Et si quelque chose manque, il a le droit de le réclamer. Et si c'est une personne publique qui a de la notoriété et qui est écoutée par des Camerounais, même si vous n'écoutez pas parce que vous avez horreur de la vérité, sachez qu'il a le droit de le faire. Que ça vous plaise ou pas, le drapeau camerounais n'est pas un monopole du président de la République. Le drapeau camerounais est sur toutes nos cartes d'identité, sur tous nos passeports. Quand on est à l'étranger, on le brandit et on dit il est camerounais, on n'est pas président pour cela. C'est ce que vous devriez comprendre, c'est ce que vous devriez comprendre entre autres choses. Nous sommes donc dans un contexte où, d'un côté, quand ça vous arrange, parce que vous confondez la science au commérage, quand ça vous arrange, Maurice Kamto, de toute façon, n'a servi à rien dans l'affaire Bakassi, c'est Paul Biya qui a fait de lui quelqu'un, et le lendemain, Maurice Kamto devient subitement omniprésent. Le cabinet Brentford, c'est lui, la constitution camerounaise, c'est lui, etc. Attention, sachons raison garder. Dans la problématique actuelle, on a confondu dans l'analyse, et j'ai beaucoup aimé l'intervention de monsieur Essomba, mais je crains qu'on ait confondu dans l'analyse ce qui devrait être à ce qui est. On parle comme si le Cameroun, le régime camerounais respectait sa constitution. Le fait de la prolongation du mandat présidentiel n'est pas de Maurice Kamto en 2008. Ne racontez pas cela aux Camerounais, c'est une hérésie encore. C'est Paul Biya qui décide de prolonger justement le mandat présidentiel pour se représenter, parce que l'appétit vient en mangeant. Il faut rester au pouvoir le plus longtemps possible. En ce sens-là, il n'a pas respecté la constitution. Lorsque en 1976, le 18 janvier, on dit en cas de vacances, la présidence est assurée par l'intérim est assuré par le président du Sénat. Il n'y a pas encore de Sénat à ce moment-là parce qu'il verra le jour en 2013. Ça veut dire que pendant près de 2 décennies, la Constitution elle-même était erronée de ce côté-là parce qu'on ne voyait pas l'intérêt de matérialiser un texte qu'on avait soi-même rédigé. Et lorsqu'on a eu les élections en 2018, je ne sais pas quel texte de la Constitution permettait à Paul Atanganji d'aller chercher les 7 émissaires de Transparency International dont vous-même, vous ne savez pas à l'heure actuelle la provenance. C'est devant cet amoncellement de tricherie, de fraude, cet amoncellement de perversité politique que
Un homme averti en vaut deux, un politicien, un politologue averti en vaut 200. Qu'on met justement, on prend les devants et on se dit de manière préventive, il ne faut pas que, avec justement ce que nous sommes en train de voir de ces gens qui n'ont jamais respecté ni la Constitution, ni les droits de l'homme, ni aucune forme de respect de la société, ni aucune forme de matérialisation d'infrastructures, on ne peut pas s'attendre à ce que ces gens-là, que le lion devienne subitement herbivore. Ils vont certainement répéter le même procédé. Merci Wilfried. Valérie Mandengue, je vous ai vu très impatient. Oui, je voulais dire à Wilfried que le docteur Essomba, sur ce plateau, n'a fait que répéter des hypothèses venant du basique du droit constitutionnel et qui restent en somme des hypothèses. Ça, il faut le dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je vois cela répandu sur les réseaux sociaux, comme quoi les élus de 2020 sont des élus qui accompagnent le régime RDPC. Mais je voudrais poser une question à Wilfried. Lorsque Kamto va compétir en 2013 dans le Fundi, où il est battu, il voulait être député de quoi? Est-ce qu'en ce moment, le code électoral était moins bon ou plus bon qu'en ce moment? Lorsque M. Kamto va en 2018 aux élections, il ne partait pas avec ce même code électoral. C'est donc dans cela que je parle du pape. Je le qualifie de pape de l'incohérence. Et la deuxième chose, c'est qu'en République, il faut qu'on se le dise. Nous le savons très bien. Le MSC travaille à installer un état d'anarchie, un état de nature. Mais en République, lorsque vous voulez vous exprimer en République, il y a le principe de légitimité. Et le principe de légitimité est conféré par les unes. C'est par les unes que vous pouvez prendre la parole et porter avec vous une idéologie, comme le portent aujourd'hui les élus qui sont en place depuis le 9 février et qui travaillent aux côtés des populations. Merci. Je tenais à faire cette précision. Merci. Il est 20h. C'est la 20h dans quelques instants parce que il est là, Cédric Nouffelé, pour le 20h, justement. Il est là en position. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, c'est le cri d'indignation des organisations internationales, du syndicat national des journalistes du Cameroun, après la révélation exclusive d'Equinox Télévision suite à la mort d'un confrère, le journaliste Samuel Ouazizi, qui a succombé à des sévices corporels et la torture. Après avoir été arrêté et après de 10 mois, nous ferons le point sur cette vague d'indignation dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir d'un débat qui a cours sur le traitement relatif à la chloroquine. Contre toute attente, l'OMS a fait un rétropédalage. Elle vient d'annoncer qu'elle reprend ses essais cliniques sur l'hydroxychloroquine. Pourtant, il y a 9 jours, elle est suspendue après une étude controversée publiée par une revue médicale britannique. Comment en est-on arrivé à ce rétropédalage? Élément de réponse dans le journal de 20h et Equinox, qui a eu l'autorisation de publier la réaction du professeur Didier Raoul, reviendra sur ses propos, lui qui se présente comme une star des maladies infectieuses et qui a démonté l'étude publiée par cette revue médicale britannique de Lancet. Nous en parlerons ce soir. Et concernant la situation épidémiologique, des médecins s'inquiètent. La courbe de progression du coronavirus suscite des inquiétudes et le secteur public dit être incapable de faire face à cette montée vertigineuse des cas de coronavirus au Cameroun. Et le ministre de la Santé publique a annoncé que près de 7 structures privées pourraient être prises pour accompagner le gouvernement. Dans le cadre de la prise en charge médicale, on fera le point sur la situation sanitaire relative à la pandémie du coronavirus dans le journal de 20h. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie. Equinox Soir, on se retrouve après le 20h de Cédric pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 3 invités. Wilfried Ekanga depuis Francfort en Allemagne et sur ce plateau à Douala, le docteur Luison Essomba. En face de lui, Valérie Mandengue. Madame, monsieur, place tout de suite donc au 20h, le plus attendu de la planète, le 20h de Cédric